Alors, nous allons passer à la deuxième présentation. Merci encore Jean-Hubert. Nous allons inviter Caroline Stock devant le micro pour nous présenter son travail. Caroline est assistante de recherche à l'Institut des sciences alimentaires et agricoles de l'Université de Floride, IFAS, à Gainesville. Elle est coordonnatrice technique de l'AREA et co-dirigeante du programme Climate Smart Solutions. Elle est basée à Gainesville. Caroline est géographe physique et titulaire d'un doctorat de l'Université de Floride. Ses recherches portent sur les services d'information climatique et la prise de décision intelligente face au climat dans l'agriculture. Grâce à son travail, Caroline a mis en relation des agriculteurs, des agents de vulgarisation, des climatologues, et ce depuis 2015, d'abord dans le sud-est des États-Unis avec le soutien de l'USDA, puis en Haïti sur le projet Fit de Future AREA, financé par l'USDA. Son discours aujourd'hui s'intitule Inventaire des données sauvages. Oh, excuse-moi. Renforcement des capacités. Ah, c'est autre chose. Ok, voilà. Renforcement des capacités des organisations paysannes de Gainesville à répondre aux risques liés au climat. Caroline. Merci beaucoup, professeur Gravier, pour l'introduction. De présentation, c'est celle que j'avais donnée hier. Donc c'est la deuxième que je donne. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter. Merci. De présenter notre étude. Je voudrais noter que cette étude, merci, est une grande collaboration. Est une collaboration surtout avec mon collègue à l'université de Reading, Dr. Graham Clarkson, mais aussi avec toute l'équipe d'AREA, en particulier les gens qui sont notés ici, Angelo, Moulin, Pierre, Elze, Milol, Thierry, Léveillé, Colbert, Délibra, Général qui ont vraiment implémenté l'approche ici et aidé dans l'évaluation. Je ne note même pas tout le monde, mais merci beaucoup de vos efforts dans cette étude. Ok, j'ai mentionné rapidement hier la problématique du changement et de la variabilité climatique. Donc, je vais passer rapidement dessus. Mais c'est très important qu'on note parce que c'est vraiment le contexte de cette étude. Okay? Tout le monde ici en Haïti est au courant qu'il y a ces microclimats, beaucoup de variations dans les températures, mais aussi dans les précipitations en Haïti. Donc, ces conditions climatologiques limitées à de petites régions géographiques. Okay, et les variations sont très importantes, peuvent se situer entre 500 par an. Cette étude de Vincent Moron en 2014 est très pertinente, je la recommande vivement. Donc, dans plusieurs régions de l'île, on pourra avoir différents cycles de pluie, on aura toujours la bimodalité, les deux pics, mais plus de pluie dans certaines régions à certaines périodes de l'année, etc. Important aussi de noter la variabilité dans le temps. Alors ici, toujours cette étude de Vincent Moron, chercheur français de 2014 qui parle des anomalies de précipitation dans le temps ici en Haïti, donc une variance pluriannuelle et décennale qu'on voit dans les 30 dernières années par exemple des anomalies sèches. Donc il y a plusieurs études qui ont été faites pour montrer qu'effectivement, comme Dr Paul avait dit ce matin, les événements pluvieux deviennent plus intenses. Donc ils ne deviennent pas plus longs. Quand on a de la pluie, on a énormément de pluie. Est-ce qu'on peut s'en servir ou pas? Ça c'est une autre question. Ensuite nous avons les étés qui deviennent de plus en plus secs. Ok? Bien sûr, nous avons les phénomènes comme le phénomène El Niño, qui est la cause principale des variabilités à l'échelle interannuelle. On a observé une hausse de la fréquence, de l'intensité de ces phénomènes. Donc tout ça, ça vient affecter ces variations de précipitations et de température tous les ans, toutes les saisons. Et tout ça vient affecter les agriculteurs qui viennent chercher une bonne date de semis, les bonnes variétés, les bonnes cultures, les bonnes superficies, etc. Ok? Donc, dans tout ça, le programme de solutions intelligentes face au climat du projet AREA vient aider l'agriculteur haïtien à être premièrement, à être plus autonome et mieux préparé à faire face aux aléas météorologiques et climatiques à travers un programme de renforcement de capacité des institutions. Par exemple, développer les stations météo durables et automatiques à faible coût, on a parlé de ça hier. Faciliter l'accès à l'information agroclimatique en partenariat avec
la section hydromètre d'Haïti, on a parlé de ça hier, et aujourd'hui, aider les institutions à mieux vulgariser le risque climatique et la planification nécessaire pour y faire face. Et ça, c'est aujourd'hui. OK? Donc, on va parler des services climatologiques participatifs et intégrés pour l'agriculture. Je ne vais pas répéter ce long nom. On dit PICSA. C'est l'approche, c'est une approche qui a été développée en 2013 par des chercheurs à l'université de Reading, Peter Dover, en partenaire Roger Stern. Ce sont des gens qui ont travaillé dans les sciences sociales, dans la foresterie, mais aussi dans les statistiques et la climatologie. Donc c'est une équipe déjà multidisciplinaire qui voulait vraiment venir informer la décision, la prise de décision agricole et venir rendre l'agriculteur plus autonome. Cette approche est actuellement en cours dans 23 pays et a été testée en Haïti depuis l'année dernière. Qu'est-ce que c'est l'approche PICSA? L'approche PICSA, c'est vraiment venir mettre l'agriculteur au centre du processus. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai une photo de l'agriculteur ici prise à Kenskoff, qui est au centre de ce processus. Ok? Et c'est lui qui prend la décision au bout du compte. Okay? Donc cette approche PICSA, c'est un partenariat entre l'agriculteur, c'est les services météo local et aussi les agents vulgarisateurs, mais au bout du compte, c'est l'agriculteur qui décide. Okay? Alors l'information, l'agent vulgarisateur en partenariat avec le service météo vient apporter l'information météo et l'information climatique, donc l'information historique mais aussi les prévisions à court terme et à l'échelle de la saison. Ensuite vient faciliter une discussion sur les options de subsistance, que ce soit les cultures, la production animale ou même des options non agricoles. Okay? Et pour faciliter cette discussion, vient faire l'introduction d'outils, d'une série d'outils participatifs que je viendrai vous montrer dans un instant. Donc, les deux principes clés de cette approche PICSA sont notés de chaque côté de ce diagramme. La première option par contexte, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que chaque agriculteur, chaque agricultrice vient évoluer dans un contexte qui est unique à lui, unique à elle. Okay? Il a ses ressources, je dis il, elle, okay? À ses ressources, à ses opportunités, à ses propres risques, à son propre accès aux finances, à sa propre attitude face aux risques. Donc chaque agriculteur a son contexte. Et donc les options qu'un agriculteur va choisir, qui va être pertinent, qui va vraiment l'aider à sortir de la pauvreté, pourraient être complètement différentes des options qu'un autre agriculteur, qu'une autre agricultrice viendrait chercher. C'est ça cette idée d'option par contexte. Ensuite, comme je l'ai dit, l'agriculteur décide et l'agent vulgarisateur, au lieu de venir apporter des solutions qui viendraient s'appliquer à tout le monde, on viendrait essayer de comprendre mieux le contexte et faciliter cette discussion, apporter les faits, l'information, aider à interpréter de façon à ce que l'agriculteur puisse décider. Ok, donc ça c'est l'approche PICSA. En gros, les messages clés de cette présentation, faites bien attention, c'est bien ça, c'est que, nous ne pouvons pas arrêter les aléas météorologiques et les aléas climatiques. L'agriculteur se sent impuissant face à ça, nous ne pouvons pas changer. Okay? Nous ne pouvons pas non plus donner l'information et les conseils exacts et pertinents à chacun des agriculteurs pour la raison que je viens de mentionner, à cause des contextes. Okay? Ce que nous pouvons faire, nous venons dire ce que nous devons faire, ou commencer à faire, ou continuer à faire, dépendant du système ici, c'est fournir des informations et des outils pour donner aux agriculteurs l'opportunité de mieux comprendre et mieux prendre des décisions, pour les rendre plus autonomes face à ces risques. Ok? Donc voilà quelques images de l'approche PICSA qui a été mise en place dans plusieurs pays d'Afrique, mais aussi d'Amérique latine et maintenant au Bangladesh. Donc très participative, okay, c'est une approche étape par étape, 12 différentes étapes reliées et dans une chronologie bien établie. Le timing, le moment de chacune de ces étapes est très important. Donc l'idée c'est qu'on vient faire, les experts PICSA viennent former les agents vulgarisateurs à restituer cette approche PICSA, donc les différentes étapes. Certaines étapes vont se faire bien avant la saison. Pourquoi? Parce que certaines décisions se prennent bien avant la saison. On ne vient pas prendre une décision, quelle est la variété que je vais tester cette saison la veille du semis. On vient faire ça au moins 3 ou 4 mois à l'avance, on est d'accord. Ce sont des décisions stratégiques de planification. Ce genre de décisions se prennent bien avant. On vient introduire l'information climatique sur le long terme, historique,
bien avant la saison. On vient discuter de ces options de culture d'élevage, ok? Et on fait la planification bien avant. Ensuite, juste avant la saison, on aura la prévision saisonnière, qui à ce moment-là est la plus exacte. On vient réviser notre planification à ce moment-là, basée sur la prévision que les agents viennent aider à interpréter. Ensuite, pendant la saison, bien sûr, il y a les prévisions à court terme, sur la semaine, les avertissements, par exemple, des cyclones. Ça se fait pendant la saison. Est-ce que je fais faire le semis demain si on dit qu'il y aura une grosse pluie et que, voilà, tout va être inondé? Ça, ce sont des décisions opérationnelles, très importantes de se faire pendant la saison. Ensuite, bien sûr, après la saison, venir parcourir ce qui a été fait, les prévisions, les informations, qu'est-ce qui a vraiment marché, qu'est-ce qui n'est pas exactement ce qu'on pensait, comment on peut améliorer le processus. Un des outils participatifs que j'ai mentionné s'appelle la carte d'allocation de ressources. Ça, c'est la fondation même de cette approche. C'est l'agriculteur qui dessine ça. Okay? Donc, pour chacune des étapes, comment ça se passe, vous pouvez visualiser dans votre tête. L'agent vulgarisateur va expliquer comment faire, comment dessiner ça, comment ça se fait, à quoi ça sert, etc. Ensuite, il divise le groupe d'agriculteurs et puis chacun s'entraide à dessiner sa propre carte. Okay, donc c'est pour ça que je dis qu'au bout de cette étape, chacun aura sa propre carte. C'est très important que le ménage soit au centre de cette carte. Donc, est-ce que j'ai une famille de 6 enfants, par exemple? C'est très important de mettre la famille, le papa, la maman, les enfants. Est-ce que j'ai une entreprise d'élevage? Est-ce que peut-être aussi du maïs, des tomates? Tout ça, on vient noter sur cette carte. C'est très important de noter non seulement les atouts, les acquis, les activités, même les activités, s'il y a un petit business, par exemple, en ville, très important de venir noter ça, et puis les flux de ressources entre ces activités. Quand je dis le flux de ressources, c'est pas seulement le flux financier, mais le flux en termes de temps. Combien de temps ça me prend pour marcher depuis l'endroit où je fais mon stockage de grains jusqu'au marché, par exemple. Donc là, on vient autant que possible noter sur ces flèches pour pouvoir réfléchir déjà à la façon dont on fait certaines choses. Parce qu'après, pendant le processus, on vient réviser, on vient revenir sur cet outil pour revoir nos activités. Ok? Maintenant, la planification, toujours bien avant la saison, venez parler de chacune de ces activités qu'on a vues ici et peut-être même de nouvelles qu'on aimerait explorer en termes d'évolution pendant le temps, pendant l'année. Ok? Donc, chacune des activités, ici par exemple, disons ce soit le maïs, on vient faire la préparation du sol, le semis, le sarclage, etc. Voyez? Et puis, quelles sont les conditions météo idéales? Donc là, on vient introduire cette idée de la connexion entre le temps idéal et chacune des activités ici. Vous voyez? Disons, ici, c'est l'arachide, ou bien ici, peut-être, c'est les tomates. Donc, vraiment penser à chacune de ces activités et la connexion avec le climat. Ensuite, on vient apporter l'information historique. Toujours, comme on a dit pendant la présentation qui vient de se terminer, toujours expliquer, bâtir ce rapport de confiance. D'où cette information-là provient? Qu'est-ce que c'est que ça? Okay? C'est une information qui, effectivement, c'est un relevé qui se fait tous les jours par des êtres humains qui viennent mesurer la pluie dans les petits pluviomètres et qui viennent envoyer cette information au service météo qui vient ensuite faire la compilation. On explique les graphes et on aide à calculer des petites probabilités d'obtenir suffisamment d'eau, d'avoir des saisons qui durent suffisamment longtemps, de voir quelles des dates de semis adéquates, etc. Donc le risque d'avoir pas suffisamment d'eau, pas suffisamment longue saison, etc. Ok? Donc c'est très important ensuite de venir relier cette conversation générale sur l'historique du climat aux cultures et aux variétés spécifiques. Donc je vais aller rapidement dessus, mais ça me fera plaisir de venir vous expliquer comment ça marche. L'agriculteur lui-même, on lui montre d'une façon très simple à calculer ce risque, à calculer cette probabilité. Le langage qu'on utilise est très important parce que les mots comme probabilité, ça fait peur. Okay? Mais il y a des mots comme chance qui font moins peur. Okay? Donc très important de penser à ça et de relier aux cultures qu'ils connaissent. Okay? Donc on va aller rapidement dessus. Maintenant les options. Maintenant qu'on a parlé des risques et des probabilités liées aux cultures, on vient parler des différentes options, que ce soit élevage, les cultures, les façons de gérer aussi, les méthodes de gestion. Okay? C'est pas seulement carri ou maïs, c'est aussi la façon de gérer une entreprise de carri ou une culture de maïs. Okay? Et finalement, quand on a en groupe décidé d'une série d'options qui seraient intéressantes, qui sont probablement déjà
existantes dans la communauté. Ça, c'est un point que j'ai vraiment apprécié dans la présentation de ce matin par Dr. Paul. Les innovations sont bien souvent des choses qui existent déjà, mais qu'il faut utiliser de façon nouvelle. Ok? Donc bien souvent, on discute en groupe avec les agriculteurs, c'est eux qui nous proposent quelles sont les options qui existent déjà, quelles sont les options dont ils ont entendu parler, et quelles sont les options qui, basées sur leur cas d'allocation de ressources, sur leur calendrier saisonnier, sur le risque, quelles sont les options plus importantes pour eux. Et là, chacun va choisir une option qu'il pourrait éventuellement explorer plus en profondeur et faire un budget. Et vous voyez que tout ça, c'est dessiné, c'est très visuel. Cette approche a été développée pour les gens qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire. Ok? Je vais aller rapidement maintenant. On a fait une présentation hier, Molaine Pierre avait une très belle présentation sur la contextualisation qui est très importante pour ce genre de travail. Si on ne comprend pas le contexte local, n'importe quelle approche risque de ne pas marcher. Donc on a fait une série de groupes de discussion pour mieux comprendre les perceptions locales du risque climatique et des autres risques à la production, mais aussi les impacts des aléas climatiques pour les agriculteurs, mais aussi les stratégies actuelles de gestion. Donc, quelles sont les options? Okay? Et l'accès actuel à l'information, s'ils avaient accès. Et quel est l'intérêt d'avoir d'autres informations s'ils étaient intéressés? Qu'est-ce qu'ils feraient avec? Cette étude a été soumise à un journal scientifique, donc j'espère qu'elle sera publiée bientôt. Nous avons testé l'approche Pixar à Kenskoff. Nous avons fait une formation de formateurs avec des représentants des associations paysannes. Ça vient se relier directement à ce qu'on vient de présenter ici avant, dans le sens où il y a cette confiance qui est établie entre les membres des associations. Donc on a dit, on va demander au leadership au chef de ces associations d'envoyer des représentants qui ont déjà un rôle de vulgarisateur dans leurs associations. On va les former à l'approche Pixar. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que ça pourrait marcher ou est-ce que l'approche Pixar dépend d'avoir des agents vulgarisateurs formés comme dans plusieurs pays du monde. Donc on a testé avec 17 membres d'associations paysannes qu'on a formés sur une semaine sur un processus de formation de formateurs qui sont ensuite repartis dans leurs propres associations et ont restitué sur une série d'à peu près 5 sessions d'à peu près 2 ou 3 heures. Donc notez que c'est bien plus court et beaucoup plus simplifié. On leur explique comment simplifier. Et donc ils ont réussi à atteindre 509 agriculteurs, plus ou moins 54% d'hommes, 46% de femmes. Okay? Cette étude et les résultats sont en cours de publication également. Donc on a évalué les résultats de cette approche en faisant des enquêtes semi-structurées. On a eu 103 enquêtes et ensuite on a été en profondeur dans 16 de ces enquêtes et on est allé faire des entrevues pour mieux comprendre quels étaient les outils qu'ils ont utilisés, pourquoi et quels étaient les effets de l'approche Pixar, les différentes étapes sur leurs conditions de vie, sur leur bien-être dans le foyer, mais aussi dans la communauté. Okay? On voulait vraiment savoir si les agriculteurs eux-mêmes, les membres de l'association, pouvaient répliquer cette approche, comme je l'ai dit, plutôt que des agents vulgarisateurs, des agronomes formés. Voyez? On voulait aussi savoir est-ce que le petit exploitant est capable de bénéficier de cette approche, étant donné qu'il n'a pas un accès régulier aux technologies, aux semences, aux conseils. Okay? Est-ce qu'il peut quand même profiter de Pixar? Ensuite, quels sont les effets de Pixar sur sa condition de vie? Ok? Bon, alors là, on ne voit pas tous les résultats malheureusement à cause du projecteur. Qu'est-ce qu'on voit? Sur ces 103 enquêtes, on voit 70%, c'est la première fois qu'on introduisait cette approche. 70% de ces 103 personnes qui avaient bien sûr été formées, ont fait des changements dans leur culture, dans leurs élevages ou dans leurs autres modes de... On appelle ça des options pour vivre. Les autres options, les options non agricoles. Ok? Donc, je vais parler plus de ces changements dans un moment. Ok? 93% de ces agriculteurs avaient utilisé les budgets participatifs pour mieux comprendre la planification et la prise de décision. 89% de ces agriculteurs avaient utilisé l'information historique climatique dans leur prise de décision. 69% se disaient mieux préparés à gérer le risque climatique après la formation. 48% avaient partagé avec les gens de leur famille, les gens qui n'avaient pas bénéficié de la formation. Merci. Alors, les changements, brièvement, dans les cultures, on va aller rapidement là-dessus. Comme vous pouvez voir ici, alors là, c'est les pourcentages de ceux qui avaient fait des changements et les catégories de changements. Donc, ces enquêtes étaient vraiment longues, il y avait plusieurs questions pour vraiment comprendre
Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en bleu tout le monde, en orange les femmes seulement, en gris les hommes seulement. Donc on voit ici par exemple pour les cultures, c'était surtout des changements dans les pratiques, dans la façon de gérer ces cultures. Donc par exemple l'espace entre les plantules, est-ce qu'on utilise du fumier ou pas? Ça c'est des façons de gérer. C'était ça qui était le plus populaire en termes de changement de culture. Il y a aussi, on a vu des gens qui ont fait toutes sortes de différents changements, des changements d'échelle, de superficie de chaque culture. Vous voyez, de semis, ok, d'un grand. Les gens avaient essayé de nouvelles cultures, des nouvelles variétés. Quelqu'un m'avait posé la question hier. On avait de nouvelles variétés, de nouvelles cultures, surtout de brocolis et de sweet peppers, de poivrons, c'est ça? De poivrons. Et puis ils avaient aussi essayé 8 nouvelles variétés, surtout d'haricots et de maïs. Ok? Merci. Donc voilà. Et rapidement sur les types de changements qui ont été faits dans les élevages. Toujours ce qui était ce qu'on avait vu le plus, c'était les changements dans les changements. On n'a pas vu de changement de différence entre les hommes et les femmes, forcément, c'est pour ça que je vous montre juste une catégorie. Donc ça, c'est, est-ce qu'ils auraient peut-être construit un abri que ce soit pour les poules ou pour les cochons, par exemple, ou bien fait des changements dans les pratiques de reproduction. Tout ça, c'est les manières de gérer. Okay? Mais aussi, ils avaient essayé des nouvelles espèces, etc. Ensuite, bien sûr, les changements non agricoles, ça c'était ceux qui... Les gens avaient fait beaucoup plus de changements. Je crois que 60% avaient fait des changements dans les cultures. Ensuite, c'était les élevages. Ensuite, c'était les options non agricoles. Le moins de personnes avaient fait des changements dedans, mais quand même, il y a des gens qui avaient fait des changements. Toujours, ce qui avait le plus populaire, c'était dans la façon de gérer ces options non agricoles. Par exemple, dans la façon de faire des budgets pour ces options. OK? Donc voilà, rapidement, deux petits témoignages, ok? Que j'ai mis bien en gros parce que mon créole n'est pas ce qu'il devrait être. Est-ce que quelqu'un veut lire pour moi? Moi, changé de date, moi, été planté poireau parce que moi, viens réaliser que c'est que patate qu'il a pris en février. Parce que il y a un peu de sécheresse. Moi, je choisi avril plutôt parce que le formateur a aidé à faire calcul, probabilité. Et puis, moi, ouais, que saison a commencé en avril. Longtemps, moi, j'ai mis des semences à engrais n'importe qui est, sans considérer qu'il est la vie d'après tomber, ou soit qu'il est saison a commencé. Une belle façon de conclure. Donc, cette personne, cela, on a eu, ce qu'elle nous a dit, c'est que cette personne, cela l'a aidé à augmenter les bénéfices d'à peu près $88, donc 8 000 gourdes à peu près, et qu'elle a utilisé pour acheter du riz, de l'huile, de la viande pour sa famille, etc. Elle a acheté des fournitures scolaires pour ses enfants et économisé le reste pour les urgences. Ok, maintenant un deuxième témoignage. Je peux lire si je veux, je peux lire, juste ce qu'il y a en bold. Budget là, très intéressant, surtout parce qu'il permet moins d'union gestionnaire. C'est ça. Kounia, moi, contrôler toute bagaille dans le transport, achat-vente. Moi, capable de faire budget pour compte moi. Ok? À partir de radio et téléphone, moi, connais Kounia, qui est. Moi, planter dans le jardin. Exactement. Moi, dans la saison, on a commencé pour moi faire jardin. Voilà. C'est ça que fait moi, pas perdre l'argent. C'est ça, merci. Ok. Merci. Terminé. Non. C'est très intéressant celui-là parce que l'agriculteur a pu profiter. Il a pu profiter et exploiter. Écoutez, très intéressant ça. Il a pu profiter et exploiter les terres que sa sœur possédait et ne pouvait pas utiliser parce qu'elle avait un problème de santé. Ok? Donc bon, c'était pas une chance parce que la sœur était malade, on est d'accord. Mais il a eu l'opportunité d'avoir plus de terre pour faire son travail. Ok? Donc, il a augmenté l'échelle de sa récolte d'oignons de 0,5 hectares à 0,25. Il y avait une pénurie d'oignons cette année-là sur le marché. On a vérifié tout ça. Hein? Il a augmenté son profit de près de $3 000 américains. Okay? C'est lui qui nous a dit ça. On a bien fait tout le budget avec lui pour vérifier que ce n'était pas overestimated. Hein? Il a économisé 75% et dépensé le reste pour les frais de scolarité de ses 3 enfants, la nourriture pour le ménage, et pour les guitares pour son garçon et les cosmétiques pour sa fille. Ok? Conclusion, merci de votre patience. Les agriculteurs
agriculteurs eux-mêmes, pas les agronomes forcément, c'est mieux d'avoir les agronomes formés, bien sûr. Mais les agriculteurs eux-mêmes peuvent partager l'approche Pixar. Bien sûr, il faut les former pour le faire, mais ils peuvent le faire. Pixar vient rendre l'agriculteur plus autonome, ils se sentent plus confiants, mieux préparés à planifier, et dans plusieurs cas, les changements liés à Pixar ont apporté une augmentation de revenus et de nourriture pour le foyer, et à améliorer l'attitude du petit exploitant face à la gestion du risque. Est-ce qu'il faut changer en tant qu'agent vulgarisateur? Est-ce que c'est important pour nous de changer notre attitude? Plutôt que de venir penser qu'on vient toujours apporter la bonne solution à tout le monde, de les aider à devenir plus autonomes de façon à choisir la meilleure décision pour eux. Ok? Bien sûr, davantage d'encadrement aux formateurs est très important et venir intégrer Pixar dans les initiatives qui viennent déjà faciliter l'accès aux ressources financières, aux intrants, aux semences, bien sûr. Et puis, venir apporter un support additionnel à l'UHM, l'unité hydromètre, pour produire les informations historiques. Ce livret toutes les instructions pour les agents vulgarisateurs sont dans ce livret et c'est disponible sur le site web. Merci. Et ça, c'est la mise en œuvre qu'on a fait, la formation de formateurs avec les Catholic Relief Services. La semaine dernière, il y a 26 agents de plus ont été formés dans le sud et dans la Grande Avance. Merci beaucoup.